Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous écoutez Les Dessous de la littérature, le podcast d'anecdotes littéraires. Je m'appelle Anna, je suis autrice et lectrice passionnée depuis toujours. J'ai créé ce podcast parce que les mots convoquent le réel et participent à le modeler, parce que la littérature est le héros de la société, parce que la beauté mérite d'être célébrée. Et c'est pourquoi je vous invite, avec moi, à plonger entre les hémistiches, à vous laisser submerger par le flot des métaphores, à voguer sur les assonances et à venir vous lever au creux des pages en toute sérénité. Et aujourd'hui, on va parler de George Sand, parce que quand on pense à elle, on imagine souvent une femme en pantalon, une plume à la main, écrivant de très longs romans dans sa maison de Nohant et vivant des passions tumultueuses avec Chopin ou Musset. Mais George Sand, c'est aussi autre chose. C'était une femme engagée, une intellectuelle, une combattante. Féministe avant l'heure, républicaine convaincue, qui a pris la parole sur de nombreux sujets politiques de son époque. Et parmi ces combats, il y en a un qu'on connaît moins et qui sera justement le sujet de l'anecdote du jour, à savoir la défense de la forêt de Fontainebleau qui était menacée d'exploitation au XIXe siècle. Une bataille écologique avant l'heure, parce que oui, George Sand c'est aussi ça, une femme qui a écrit pour défendre les arbres. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de cette autre facette de l'écrivaine, la romancière devenue militante écologiste, protectrice des paysages et de la beauté sauvage. Mais avant de vous en parler, je cède la parole à sa petite fille pour nous raconter un petit peu ses derniers souvenirs d'avec sa grand-mère. Vous l'avez connue jusqu'à l'âge de 10 ans, vous, madame. Monsieur, j'avais 10 ans quand elle est morte. Et c'est elle, pour ainsi dire, qui m'a élevé complètement. Comment vous en souvenez-vous? Très bien. Comme si elle était là entre nous. Très calme, très brune, avec des cheveux blancs. Très simple, très peu parlante. Elle écoutait, elle répondait, mais elle ne se jetait pas dans les discussions, même entre la famille et elle. Ça restait toujours une chose extrêmement pondérée, raisonnable, et pour ainsi dire, venant d'un esprit qui jugeait toute chose, mais qui était bienveillant. Et pour la partie révision biographique, on est parti. George Sand, née Amandine Aurore Lucille Dupin, rien que cela en 1804 à Paris, est une personnalité singulière du romantisme français, dont on se souvient bien. Issue d'une famille mêlant noblesse et bourgeoisie, elle connaît très tôt la perte de son père et elle est élevée principalement par sa grand-mère à Nohant, dans le Berry. Et c'est là, au contact d'une nature préservée et d'un environnement rural, qu'elle se construit une sensibilité profonde pour la campagne, les paysages et les gens simples, disons les gens simples ou en tout cas proches de la campagne et de la ruralité française que l'on retrouvera notamment dans La Mare au diable. Cette enfance à la campagne forge en elle un regard particulier. Elle aimera toujours la nature sauvage et les traditions et le folklore français de la campagne, qui sont des thèmes qu'elle développera avec force dans ses romans. À une époque où les femmes étaient cantonnées dans la sphère domestique, elle affiche très tôt un caractère indépendant et affirme son désir d'émancipation. Elle se marie en 1822 à Casimir du Devant et elle vit un mariage relativement conventionnel qui ne l'empêche pas de se lancer dans l'écriture. Pour publier ses œuvres, elle adopte un pseudonyme masculin, George Sand, tout en ayant un petit indice et un petit clin d'œil à sa féminité puisque George sans le S est en réalité la variante féminine du prénom George. Et ce, afin de surmonter les préjugés liés à son sexe et d'être lu sans entrave à une époque où c'est encore relativement peu commun et où l'écriture est encore une affaire masculine. Son œuvre est immense, riche d'une 60aine de romans, de pièces de théâtre et de nombreux récits de voyages et d'essais. Parmi ses œuvres majeures, on trouve La Mare au diable, Consuelo ou encore Indiana, qui illustrent son attachement à la nature, son humanisme et sa défense des causes sociales. Mais George Sand, c'est aussi une femme engagée politiquement, puisqu'elle a été républicaine convaincue. Elle soutient activement les mouvements de 1848 et elle milite pour les droits des femmes et des ouvriers.
Son salon parisien est un lieu de rencontre intellectuelle et artistique où se croiseront Chopin, Balzac, Flaubert et bien d'autres. D'ailleurs, durant de nombreuses années, et malgré les remarques relativement misogynes de Flaubert à son encontre, Flaubert et elle entretiendront une correspondance assidue, tandis qu'elle aura une liaison bien connue avec Chopin. Enfin, elle cultive une relation passionnée avec la nature, qu'elle considère non seulement comme une source d'inspiration artistique, mais aussi comme un bien commun à protéger. Et c'est dans ce cadre que son action pour la forêt de Fontainebleau prend tout son sens. Alors 2 petits mots sur son style, puisque le style de George Sand est à son image. Il est puissant, libre, parfois lyrique, parfois politique. Elle mêle le roman sentimental avec le roman social, l'observation de la campagne avec des réflexions philosophiques. Elle a aussi cette capacité de mêler le personnel et le collectif, et quand elle parle d'amour, c'est pour questionner la place des femmes, comme dans Indiana par exemple. Quand elle décrit un paysage, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour parler de la liberté, du rapport à la terre et de la justice sociale. Et ça, on le retrouve parfaitement dans l'histoire que je vais vous raconter, celle de son combat pour la forêt de Fontainebleau. J'en profite d'ailleurs pour souligner que George Sand considérait son métier d'autrice comme un véritable métier et à vocation alimentaire puisqu'elle avait plusieurs personnes à charge et donc elle était très loin du côté un petit peu méta ou transcendant du rapport à l'écriture. Pour elle, écrire restait un métier qui avait vocation à la nourrir, elle et ses proches. Passons maintenant à l'anecdote, son combat pour la forêt de Fontainebleau. Il faut savoir que, au XIXe siècle, la forêt de Fontainebleau, immense massif boisé au sud-est de Paris, est un lieu prisé des promeneurs, mais surtout des artistes. On y trouve les peintres de l'école de Barbizon, par exemple, qui viennent y poser leur chevalet, fascinés par les lumières, les sous-bois, les chaos rocheux. Mais voilà, le problème c'est qu'en 1830, et puis surtout dans les années 1840 et 1850, un projet menace ce paradis à 2 pas de la capitale, le défrichement. L'État est alors propriétaire de la forêt et veut couper une partie importante des vieux arbres pour en exploiter le bois et créer des plantations plus rentables. En gros, faire du bois une marchandise au mépris de la beauté du lieu, un petit peu comme ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui au niveau de l'exploitation forestière, sauf qu'à l'époque, bien évidemment, c'était à échelle beaucoup plus industrielle et non pas raisonnée comme on peut le trouver aujourd'hui. Les artistes de Barbizon, les intellectuels et les poètes s'indignent. Parmi eux, Levé de Bouclier, Victor Hugo, Théophile Gautier et George Sand militeront activement contre ce projet. Et en ce qui concerne la partie de George Sand, eh bien, en 1853, elle écrit une lettre ouverte célèbre, la lettre au directeur des forêts, dans laquelle elle dénonce ce projet qu'elle trouve absurde. Elle écrit « Ces vieux arbres, ces futaies magnifiques sont une œuvre d'art plus belle encore que vos tableaux les plus fameux. » Ce qui veut dire que pour elle, couper ces arbres centenaires, c'est comme détruire un tableau, brûler une cathédrale, raser un monument. Parce que ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Pour Sand, c'est une question démocratique. Ce qui nous permet d'ailleurs de faire un petit peu le lien avec les concepts écologiques contemporains notamment de biens communs. Puisque pour elle, ces paysages sont un patrimoine commun et non pas une richesse privée vouée à être exploitée. Ils doivent être protégés pour le peuple, pour ceux qui n'ont pas d'autre accès à la beauté que celle offerte par la nature. Ce combat littéraire fonctionnera puisque grâce à la mobilisation de Sand, Hugo, Gautier et des peintres comme Rousseau ou Millet, une partie de la forêt de Fontainebleau est classée réserve artistique en 1861. C'est la première réserve naturelle au monde. Car oui, avant Yellowstone, avant tous les parcs nationaux, c'est donc à Fontainebleau que naît l'idée moderne de protéger un espace naturel, non seulement pour son capital pour le bien-être des habitants, mais également pour sa valeur esthétique et symbolique au profit de l'humanité. Et George Sand y est pour beaucoup. Allez, parce qu'une bonne anecdote n'en vaut jamais 2, je poursuis un tout petit peu sur le rapport entre George Sand et ses arbres. George Sand n'aimait pas seulement les forêts célèbres. Dans son jardin de Nohant, elle entretenait une relation quasi mystique avec ses arbres. Paraît-il qu'elle leur donnait des noms et qu'elle parlait avec eux. Quand l'un d'eux mourait, elle en faisait un événement. Elle écrivait même « J'aime les arbres comme on aime les amis ». Pour elle, les arbres étaient donc des êtres vivants, dignes de respect, ce qui est donc d'une certaine manière une vision écologique bien avant nos enjeux contemporains. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de George Sand, souvenez-vous, ce n'est pas seulement une écrivaine qui portait le pantalon mieux que personne et aux amours compliqués et relativement toxiques et tortueux. C'était aussi une protectrice des arbres, une pionnière de l'écologie littéraire, une femme qui a compris très tôt que la beauté du monde appartient à tous et qu'on doit la défendre avec des mots, avec des lettres, avec des livres. Et puis si un jour vous avez la chance d'aller marcher sous les chênes et les rochers de Fontainebleau, sachez que si ces paysages sont encore là, c'est en partie grâce à elle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles anecdotes littéraires.